Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition au sommaire. Le président rwandais Paul Kagame est à Dakar, accueilli par son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Paul Kagame va assister à la finale de la Basket Africa League. Les deux chefs d'État auront ensuite des entretiens sur des questions d'intérêt commun. Environnement et développement durable. Ce matin, focus sur le Centre national de recherche forestière, CNRF, destiné à la conservation des écosystèmes forestiers. Aujourd'hui, son rôle est plus que jamais indispensable, surtout dans un contexte de changement climatique. Esamaï Bokandé la Panthère, c'est le titre du film documentaire en hommage à Jules François Bokandé, qui nous a quittés il y a 12 ans. Le film documentaire a été projeté à Ziguinchor et Sédhiou. Le président rwandais Paul Kagame est à Dakar. Il a été accueilli hier après-midi à l'aéroport par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État rwandais est chez nous pour assister à la finale de la BAL Basket Africa League prévue cet après-midi à Dakar Arena, un événement sportif qu'ils vont suivre ensemble. Les deux chefs d'État auront ensuite des entretiens sur des questions d'intérêt commun. Oumar Nienga. Ce déplacement du président Paul Kagame met le chef de l'État rwandais en contact pour la première fois avec le président Bassirou Diomaye Faye. L'accueil chaleureux à la coupée du Falcon sera suivi des honneurs militaires. Le président rwandais est à Dakar pour assister à la finale du Basketball Africa League. Au-delà d'une compétition sportive, le voyage aura un volet diplomatique au regard des liens d'amitié fraternelle entre le Sénégal et le Rwanda. Au pavillon présidentiel de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, les deux hommes ont eu un premier entretien. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagame auront un deuxième entretien ce dimanche, en milieu de journée, au Palais de la République. Dans l'après-midi, ils vont suivre ensemble la finale du Basketball Africa League à Dakar Arena de Diamniadio. Voilà donc le président Paul Kagame du Rwanda qui a été accueilli par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Conférence publique sur les réformes judiciaires, une rencontre organisée par l'Initiative pour la démocratie, l'éthique et la justice sociale. Elle vise à renforcer l'état de droit. Le thème principal porte sur l'apport de la common law au débat sur la réforme de la justice au Sénégal. Ibrahim Adanga. C'est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité, la justice. Elle est donc loin d'être un élément neutre de la société. C'est pourquoi son indépendance peut être considérée comme gage d'une paix sociale. Et c'est d'ailleurs la réflexion qui anime les panélistes de cette salle. L'objectif est de parvenir à une souveraineté judiciaire, ce qui passe nécessairement par des ressources humaines de qualité, mais aussi s'orienter vers des réformes consolidantes. Si il y a eu énormément de réformes de la justice au courant des dernières décennies, mais qu'à chaque fois, on vient critiquer par la suite de ces réformes, c'est peut-être parce que on continue de faire des réformes sur des bases qui sont chancelantes, sur des bases, et que c'est donc une véritable refondation de notre justice, je pense, dont nous avons besoin. Le système de droit romano-germanique dans lequel on est enfermé, c'est un système dans lequel on élabore des règles de droit qui peuvent être cohérentes comme en théorie,
sans une implication, comme disons, de la population. Et par la suite, on essaie de faire en sorte que ces règles abstraites, qu'elles s'imbriquent dans le tissu social. Et c'est l'une des difficultés qui font en sorte que la population sénégalaise ne s'identifie pas à ces lois, ne s'identifie pas souvent aux décisions de justice. Parler de refondation de la justice nous permet de nous intéresser au fondement du droit romano-germanique appliqué au Sénégal, mais aussi essayer d'autres systèmes comme la common law. Qui est le système de droit anglo-saxon, appliqué notamment aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Australie, en Inde. Comment on pourrait s'inspirer de ce système-là? Parce qu'à la différence du système de droit romano-germanique, le système de droit de la common law est un système dont les lois, dont les décisions émanent de la base vers le sommet, où on va impliquer la population dans le processus législatif, où on va impliquer la population dans l'organisation et l'administration de la justice. Et je vous donne un exemple. Dans un système de common law, avant qu'un projet de loi soit déposé à l'Assemblée nationale, il aura fallu faire d'abord, au préalable, une analyse, une étude sur l'acceptabilité sociale de la loi. C'est-à-dire la perception de la loi par les citoyens. À la base, il va y avoir une identification d'une majorité de la population avec les lois qui sont adoptées. Et la justice, elle commence là. Elle commence par la loi. Parce que c'est cette loi-là qu'on va appliquer dans les tribunaux. Et donc, voilà, d'une façon générale, pourquoi ce serait important, dans ce débat sur la réforme de la justice, de sortir un peu du carcan dans lequel on est enfermé de notre système de droit romano-germanique. Un système aussi qui, d'une certaine façon, amène une certaine verticalité dans les rapports entre le législateur et les citoyens, mais aussi une verticalité entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. À préciser aussi que c'est symptomatique d'un système romano-germanique où le juge est considéré péjorativement comme la bouche de la loi. Et pour une réforme en profondeur, le conférencier articule son intervention autour de 3 axes majeurs: le Conseil supérieur de la magistrature, le statut du parquet, ainsi que la commission d'enquête politique. La rubrique Environnement et développement durable s'intéresse ce matin au Centre national de recherche forestière, CNRF, une structure peu connue du grand public et pourtant il joue un rôle important dans la conservation des écosystèmes forestiers. Créé il y a un demi-siècle, le centre déroule aujourd'hui un seul programme. Il s'agit du projet Climat, Forêt et Communauté. Lamine Touré nous présente le CNRF. Des espèces en voie de disparition ou encore une créativité qui donne à ces plans de la précocité dans leur évolution. Ça se passe au Centre national de recherche en foresterie. C'est une prise en main délibérée de l'État du Sénégal en matière de préservation de ses ressources forestières. 1974 a été une année charnière au niveau de la recherche agricole du Sénégal parce que l'État du Sénégal a pris la décision de réunir les anciens centres gérés par la France pour créer l'Institut sénégalais de recherche agricole le 4 novembre 1974. Et depuis lors, le Centre national de recherche forestière, anciennement Direction des recherches sur les productions forestières, a la charge, la responsabilité, le rôle régalien de mener les activités de recherche au niveau de la foresterie, de l'agroforesterie au Sénégal. Au début de sa création, le centre avait une mission transversale, mais au fil du temps, l'institution a dû opérer un recentrage de ses activités de recherche. D'abord, on avait des programmes de recherche structurés autour de l'aménagement du territoire, de l'agroforesterie, mais également de la valorisation des produits forestiers non ligneux. Mais à un moment donné, il y a eu des évolutions contextuelles, thématiques, qui font que on a été obligé de revoir ces programmes de recherche qui sont passés d'abord à 2 et depuis novembre 2023, on n'a qu'un seul programme de recherche intitulé Forêt, Climat, Communauté. Un changement de cap qui place les communautés locales au cœur de ses préoccupations. Ici, tout est fait suivant un canevas scientifique de haute précision dans la sélection des semences, une étape cruciale mise en exergue dans ce laboratoire. Les semences que nous avons, par exemple, on a des semences forestières qui sont utilisées comme bois d'œuvre, mais également comme bois
de services. Vous avez ici, par exemple, l'eucalyptus, vous avez ici le Ceiba pentandra, Bombax, Tectona grandis, mais également d'Albergia melanoxylon, qui est très, très prisé dans la zone sylvopastorale de par l'utilisation de son bois qui est très résistant, notamment aux attaques des termites. Donc, sur ces rangées, vous pouvez voir toutes les semences d'espèces qui sont utilisées pour l'alimentation du bétail, mais également pour l'alimentation humaine. Par exemple, on voit ici le balanites, qui peut être utilisé autant pour les animaux que pour les hommes. On a ici Jujufis mauriciana, Sclerocaria biraya. On a le Moringa oleifera, qui est une espèce très, très, très particulière de par toutes les vertus que l'on peut avoir à travers l'utilisation de cette espèce-là. Ensuite, il faut se tourner vers la pépinière Momarwad et constater une autre phase de la recherche en foresterie. Cette fois-ci, il s'agit de l'élevage de plants. Nous avons deux types de production de plants. Soit vous avez le semis direct, ou bien vous avez le greffage ou d'autres techniques de multiplication végétative. D'abord, si on prend le semis direct, d'abord on prépare ce qu'on appelle le substrat. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez un mélange de sable et de terreau avec un pourcentage qui est bien déterminé. C'est pour augmenter ou bien pour pousser la vigueur des plants. Une fois on a ce mélange, maintenant les graines sont arrimées dans l'ombrière parce que nous allons avoir des jeunes plants qui sont plus ou moins sensibles à la lumière. C'est pourquoi on les met dans un endroit plus ou moins où il n'y a pas assez de lumière. Maintenant, une fois que vous avez la germination, la levée des plants, on va les transférer dans la partie à ciel ouvert pour au moins l'acclimatation avant la transplantation. Ces arbres font partie de nos écosystèmes, voire essentiels dans la vie de nos forêts. Ils facilitent la récupération des sols dégradés. Ces lianes inextricables de ce laboratoire du centre sont en voie de disparition à travers le pays. On peut citer les espèces telles que le Tigelia africana, on peut citer des espèces telles que Anogeus leocarpus, mais il y en a plein d'autres, le Chaya sénégalensis également. Actuellement, nous essayons de mettre en place un plan d'aménagement qui nous permettrait, in fine, de retrouver toutes ces espèces-là, non seulement pour la recherche, mais également pour l'essentiel ou bien la population de Dakar, afin qu'ils puissent se retrouver dans un cadre et communier avec la nature. L'endroit de conservation de ces espèces est, comme qui dirait, un site qui sauve la vie de ces arbres sans défense face à la pression de l'homme, un travail de recherche et d'action qui va plus loin et touche la lancinante problématique de la sécurité alimentaire du pays. C'est extrêmement important. Parce que quand on parle de l'ISRA, les gens pensent très souvent aux semences d'arachide, aux semences de riz. Mais l'ISRA est transversale. Il y a les productions animales, il y a les productions halieutiques, il y a les productions forestières, il y a la socio-économie. Et au niveau de la production forestière, nous contribuons à des niveaux insoupçonnés pour la sécurité alimentaire et voire même la souveraineté alimentaire. Et nous qui sommes d'une certaine génération, quand on était plus jeunes, à midi, on ne mangeait pas parce qu'on avait déjà pris ce dont nous avions besoin au niveau des produits forestiers disponibles. Quand vous allez en Casamance, quand vous allez à Kolda, quand vous allez à Tamba, cela est encore une réalité. Au niveau de la recherche, je l'ai dit tantôt, notre responsabilité, c'est d'arriver à asseoir une politique de recherche, à avoir des opérations de recherche qui renforcent davantage la disponibilité de ces produits, surtout en termes de raccourcissement des cycles de production. Ce dont nous demandons, c'est qu'au niveau de la tutelle agriculture, mais également des tutelles techniques fonctionnelles, ministère de l'Environnement, que nous ayons des appuis qui nous permettent de continuer à avoir une certaine souveraineté dans le déroulement de certaines activités de recherche qui soient prioritaires. Et celles en lien avec la souveraineté alimentaire, il n'y a pas plus prioritaire que celle-là. Et malheureusement, les bailleurs de fonds internationaux ne financent pas cela. Le Centre national de recherche en foresterie est présent dans le pays à travers ses antennes décentralisées. Il dépend de l'ISRA qui fête cette année ses 50 ans de vie dans un contexte de défis climatiques et de souveraineté alimentaire. Voilà, donc c'était le focus sur le CNRF. Après son installation vendredi, le nouveau directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a effectué hier matin une visite dans les locaux. La tournée a débuté par une séance de briefing avec les équipes techniques. Ensuite,
Un tour sur le plateau du 20h. À la suite, il s'est rendu à la régie, à la rédaction du journal télévisé de 20h que vous voyez comme ça avec les agents, le studio et la régie. Ensuite, la visite à la rédaction du journal télévisé. Il s'est entretenu avec également les journalistes. Pape Alé Niang a terminé sa visite à la tour de la RTS pour constater l'état d'avancement de l'infrastructure. C'était la visite guidée hier matin du nouveau directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. Le Sénégal à l'heure d'une agriculture écologique, la promotion des énergies renouvelables et de systèmes d'irrigation avancés est en marche. Une politique agricole moderne mise en œuvre dans le cadre du PARIS, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation du Sahel avec l'ANIDA, l'Agence nationale d'insertion agricole dans la zone du bassin arachidier. Les producteurs font désormais moins d'efforts pour plus de rendement. Lamine Fall et Maman Moussa Niang. De l'arachide irrigué au mois d'avril en pleine saison sèche. Pour beaucoup, cela relève de la normalité. Mais tel n'est pas le cas quand on vit dans la localité de Ngouy, dans la commune de Réfane. Nous ne pratiquions que l'agriculture classique, c'est-à-dire celle qui se fait durant la saison des pluies. Et parfois même, ça se ponctue par un échec cuisant. Mais aujourd'hui, nous connaissons jusqu'à 3 cycles de culture durant l'année. La maîtrise de l'eau est passée par là avec une nouvelle approche d'irrigation, le goutte-à-goutte installé au ras du sol. Ce réseau favorise une humidité permettant un bon développement des plantes. Cette végétation à la fois verdoyante et luxuriante présage déjà du succès de ce dispositif rendu possible grâce au PARIS, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Pour qu'il soit plus résilient, il faudrait déjà qu'on puisse garantir, en tout cas, le premier intrant de l'agriculture qui est l'eau. Donc nous utilisons des forages pour l'essentiel, des fois dans d'autres zones, le fleuve Sénégal comme dans la vallée. En plus de ces performances, le projet prend en charge des aspects environnementaux. Le PARIS installe systématiquement des panneaux solaires pour le pompage afin de réduire considérablement la facture énergétique. Dans toutes nos fermes, c'est la promotion du solaire que nous faisons. Voilà, donc ça a un peu des connotations de durabilité. Une énergie durable, idéale dans un contexte de changement climatique. À Tiamène Wallo, dans la région de Kaolack, l'une des grandes innovations reste le mix énergétique avec l'utilisation combinée de l'énergie thermique et du solaire pour l'irrigation des espaces cultivables. Désormais, nous nous ravitaillons en eau en toute saison. Les avantages du goutte-à-goutte ainsi que le système solaire sont énormes. Nous connaissons moins de labeur dans la production agricole. Le solaire est à la fois économe et rentable. On élargit un peu les superficies cultivables. On met en place des systèmes véritablement qui donnent plus de rendement. Et en plus, nous multiplions les cycles de culture. Et tout ça combiné, effectivement, renforce considérablement donc, les productions au niveau du Sénégal. Le PARIS se veut une alternative face aux précipitations aléatoires et inégalement réparties. Le monde rural vit des mutations profondes avec des fermes agricoles modernes, porteuses d'espoir et qui transfigurent le quotidien de ces populations. Voilà, et dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Et pour sa première sortie à l'intérieur du pays, le ministre de l'Environnement et du Développement et de la Transition écologique s'est rendu à Kafountine dans la région de Ziguinchor. Kafountine est largement impacté aujourd'hui par l'érosion côtière. Le ministre Daouda Ngom promet d'y apporter des solutions. Abdoulaye Sinkare, RTS 4 à Casamance. 4 mois après la furie d'une houle qui a causé des dégâts sur le rivage, le nouveau ministre de l'Environnement, pour sa première sortie, débarque à Kafountine. Daouda Ngom est venu constater de visu l'ampleur de l'érosion côtière dans cette commune, de plus en plus menacée. Le tourisme est affecté, la pêche est affectée, l'environnement est affecté parce qu'ici, il y a certaines espèces de tortues qui vivent dans cette zone. Et peut-être ici, c'est leur dernier bastion. Si cette plage disparaissait, ça allait avoir un impact sur la biodiversité. Donc, c'est un phénomène qu'on va
pratiquement au niveau du littoral sénégalais, au niveau de la Petite Côte, Hambourg, il y a ce problème également, et partout ailleurs. Mais au niveau de Kafountine, le problème est réellement grave et il va falloir prendre ça à bras le corps. Avec son quai de pêche qui est l'un des plus grands du pays, Kafountine fait partie des poumons économiques de la région. Pour préserver les milliers d'emplois, le maire de la commune pense déjà à des investissements d'envergure. Puisque c'est vraiment à enjeu économique aussi, nous avons pensé que pour sauver le quai de pêche de Kafountine, on a longtemps parlé de port de pêche en eau profonde. Et qu'aujourd'hui, le quai de pêche de Kafountine est devenu le plus grand des quais de pêche au Sénégal. Alors, ne serait-ce que ça, avec les nouvelles autorités, nous pensons qu'on va vraiment s'orienter vers la construction d'un port de pêche à Kafountine. Du côté du ministère de l'Environnement, des actions sont en cours pour faire face à ce phénomène accentué par les changements climatiques. Nous avons tous une part de responsabilité parce que le déboisement a beaucoup influé aussi sur ce phénomène. Parce que si on avait toujours une bande végétale au niveau du littoral, ça allait atténuer les impacts de ces phénomènes. Déjà, le projet Waka avait commencé à faire des initiatives, mais également il y a un projet en cours de finalisation avec l'AFD pour un peu destiné en fait à la basse Casamance. Avant Kafountine, Daouda Ngom a visité la pépinière de Ziguinchor et la ferme des femmes de Agnac, dans la commune d'Adéane. Merci beaucoup Abdoulaye Sinkéré. Et puis dans un, nous allons parler de l'autonomisation des jeunes au Fouta. Plus de 140 sont déjà formés dans le cadre du projet régional d'appui au pastoralisme, le PRAPS. La phase 2 a été lancée dans le département de Kanel à Matam. Les premiers bénéficiaires ont fait 100% de réussite. Ibrahim Pabidjedjou, RT5 Matam. Formés, équipés et supervisés sont les trois axes majeurs sur lesquels mise ce projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel pour mieux accompagner les jeunes du Fouta. À l'occasion du lancement de cette phase 2 du projet, les bénéficiaires ont reçu leur lot de matériel. Il s'agit aujourd'hui de doter des jeunes que nous avions formés en kit, donc pour leur permettre de démarrer des métiers porteurs en milieu pastoral. 90 jours de formation, 540 heures. Pour chaque jeune, on a dépensé environ 300 000 francs pour lui permettre de démarrer son activité. Donc il y en a certains qui ont fait des métiers d'élevage, il y a d'autres qui ont fait des métiers de couturier, d'autres des métiers de terre. Pour bien mener leurs propres activités, ces jeunes seront également assistés. Un cabinet qui va les accompagner, formation de l'entrepreneur, de leur plan de faire et leur permettre de s'installer dans une durée d'ici 120 jours. Par exemple, ici, le matériel qui est là, c'est environ 17 400 000 francs. Que le projet doit en former 1000. Et ça, ce sont les 140 premiers. L'initiative est saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Certains sont déjà devenus des jeunes entrepreneurs. C'est un projet très bénéfique pour nous. Aujourd'hui, nous avons ouvert nos magasins. Ce projet cible les jeunes âgés de 18 à 40 ans. Il concerne 6 pays du Sahel. Il est financé avec le concours de la Banque mondiale. Le projet prévoit encore 3 forages et 6 parcs de vaccination à Kanel. Il y a 12 ans, nous quittait Jules-François Bokandé pour honorer sa mémoire et valoriser son héritage. Les réalisateurs Maki Madibassila et Lionel Bourki ont initié une série d'activités à Ziguinchor et à Sédhiou pour la présentation du film documentaire intitulé Essama et Bokandé la Panthère. La famille du défunt a salué cette initiative. Michel Mendy a assisté à la projection. Devant le fait radical de la mort, tu émerges, édifice flamboyant pour apporter à l'humanisme sénégalais les notes d'espérance d'un football renaissant. Seigneur, je veux prier pour le tragique Bokandé. Des prières pour le repos éternel de la légende du football Jules-François Bokandé, disparu le 7 mai 2012 suite à une maladie.
12 ans après, son souvenir reste encore vif dans la mémoire de ses proches et de tous ceux qui l'ont connu. En ce jour commémorant sa disparition, cinéastes, écrivains, historiens, autorités et membres de la famille Bokandé ont pris part à une table ronde sur l'héritage du Essamaye. Jules n'était pas seulement un footballeur talentueux, mais également un exemple de générosité, de passion et de détermination. En ce jour où nous nous remémorons sa vie et son héritage, nous ne pouvons être que reconnaissants pour l'opportunité qui nous est offerte de le célébrer à nouveau. Enfin, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui et votre contribution à rendre aussi significatif et mémorable cet hommage. L'événement a eu comme parrain l'actuel coach de l'équipe nationale de football, Aliou Cissé. Moi, j'étais très jeune quand je l'ai vu commencer. On m'a raconté son histoire avec le Casa et puis avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a été un idole pour moi, il a été une référence pour moi, pour toute une génération. Et quand il était avec nous en équipe nationale, c'était quelqu'un qui conseillait beaucoup les joueurs. Donc être parent aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté pour moi et c'est un honneur d'être là pour ça. La table ronde est suivie du vernissage d'une exposition qui retrace le parcours de Bokandé, de sa jeunesse à l'équipe nationale en passant par le Casa Sport, la Belgique et la France. Pour nous, cette célébration, c'était pour marquer la mémoire de Jules-François Bokandé, pour rendre un hommage à ce sportif qui a marqué en fait le sport sénégalais, mais aussi le sport international. Il fait partie du patrimoine sénégalais, donc pour nous, c'était important de lui rendre un hommage et de faire perpétuer sa mémoire et, auprès du peuple sénégalais. À l'occasion de cette commémoration, le film Essamaye Bokandé la Panthère de Maki Madiba Sylla et Lionel Bourki a été projeté à Ziguinchor et à Sédhiou. Un devoir de mémoire inspiré par le livre Bokandé l'éternel de Abdoulaye Diop. Il servira d'outil pour la lutte contre l'oubli. Vraiment un grand merci encore à toute l'équipe de production. C'était vraiment quelque chose d'émouvant, quelque chose de fort. Et je suis d'autant plus fier car énormément de monde a répondu présent. Et pour moi, c'est vraiment non seulement une fierté, une joie. Et je pense que c'est ça qui est à saluer aujourd'hui. Ça reste une archive sur la vie de Jules et ça pourrait rester dans la mémoire collective pour des générations et des générations à venir. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont nés après que Jules ait raccroché les crampons et qui entendent parler de lui et qui ne savent pas